Merci Laurent. Donc, merci. Je viens de Lille, au nord d'Aix-en-Provence. C'était un peu épique pour venir avec grève de taxi au départ, grève de taxi à l'arrivée, mais je suis très content d'être à Toulon. Moi, je voulais dire bravo à la personne qui a fait ça, parce que ça a l'air d'être fait à la main. C'est très impressionnant et c'est très beau. Je suis très content de voir mon nom comme ça. Je vais vous parler de mes 5 dernières années. Les 5 dernières années, je les ai consacrées à une start-up qui vient tout juste d'être revendue. On a levé des fonds, on a salarié des personnes nous ont quittés, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire comme erreur, on a fait beaucoup de choses bien, et je vais vous parler un peu de tout ça. Alors, tout d'abord, moi, je ne suis pas du tout fan du terme start-up, que je viens d'utiliser pourtant, mais je ne referai pas de start-up. La prochaine fois, je ferai une entreprise. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, j'ai 29 ans, ça fait 10 ans que je suis dans cette industrie, principalement à faire du dev. J'ai commencé chez CGTL en 2004 en étant développeur Perl, et je me suis rapidement rendu compte que pour monter dans la chaîne de valeur et dans la chaîne alimentaire, il fallait être capable de gérer le projet, de gérer les aspects marketing, les aspects commerciaux. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire les dernières années. Notre entreprise s'appelle, et ça s'appelait quasiment 9h37. C'est un petit clin d'œil à 37 Signals pour ceux qui connaissent les créateurs de Ruby on Rails, parce qu'on aime bien faire des produits. Avec mon associé, j'ai eu beaucoup de chance là-dedans. J'ai rencontré un associé qui aime les produits opinionnés. Alors que ce que ça veut dire, c'est que on défend notre vision. On fait des produits que tout le monde n'aime pas. Mais par contre, on est très fiers de ce qu'on fait. On respecte tout le temps notre éthique. Et on a été très très vigilant là-dessus pendant la durée de vie de nos produits. Notre produit principal, c'est Ubinect. Ubinect, c'est un logiciel de gestion du cabinet médical libéral entièrement en ligne. Alors, mon père était kiné. Ça faisait quelques années que j'étais dans le développement. Je me rendais compte que ce qui existait sur le marché, c'était des logiciels de gestion un peu classiques, développés sous WinDev pour les amateurs, avec des interfaces venues du futur, mais qui se concentraient en fait vraiment sur la gestion des données en mode tableur, donc qui n'était pas vraiment centré sur l'expérience utilisateur. Alors moi, j'ai pas tellement un profil d'expérience, de spécialiste de l'expérience utilisateur, donc très tôt dans l'entreprise, on s'est rapproché d'Ergonome. Donc attention, on suit les recommandations ici, d'Ergonome, dont d'ailleurs Damien est par hasard dans la salle, qui nous a aidés sur le début du logiciel en 2011, je crois. Et on a essayé de faire un logiciel qui était web, donc sans installation, sans sauvegarde, en prenant tout en charge, mais vous connaissez déjà le pitch du SaaS, donc c'est exactement ça. Et on s'est dit, un logiciel de gestion de cabinet, qu'est-ce que c'est ? C'est prendre des rendez-vous, faire des factures, les transmettre à la Sécu. Dans 6 mois, c'est fini. Grave erreur, parce que, vous voyez, dans les logiciels médicaux, le plus important, c'est la facturation et la sécurité. Et pour ça, il faut être agréé Sésame Vital. Il faut placer ses serveurs sur l'hébergement de données de santé agréé, et tout un tas de contraintes qui fait que vous partez au minimum pour 3 ans. Entre le début du projet, entre le premier MVP non agréé et l'obtention de tous nos agréments, il s'est écoulé exactement 3 ans. Et encore, quand on avait passé notre agrément, on était le premier logiciel à se faire agréer de zéro. Quand on arrivait sur un marché avec des acteurs historiques qui avaient commencé avec l'arrivée de la carte vitale, depuis il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est pas le premier logiciel agréé de zéro, c'est depuis 5 ou 10 ans, on était le premier logiciel à se faire agréer. Donc déjà, ça nous a surpris, et après qu'on a dit ça, qu'on a expliqué qu'on avait fait ça en 3 ans, ils étaient surpris parce qu'ils trouvaient que c'était super rapide. Pendant ce temps-là, nous on mangeait des pâtes, et c'était un peu compliqué. Alors maintenant que vous connaissez un peu, vous voyez un peu ce qui s'est passé, on s'est lancé très motivé. On a rencontré beaucoup de problèmes réglementaires parce qu'on était dans la santé. Pourtant, on a essayé de faire les choses bien. Il se trouvait qu'on était 2 développeurs avec une forte attention pour tout ce qui était interface. Donc, on avait déjà évité beaucoup d'écueils. Mais dans cette conférence, je vais surtout vous parler de l'aspect chef d'entreprise.
Sur les 10 ans où j'ai pu intervenir comme salarié, stagiaire, développeur, associé sur différentes structures, c'était la première fois où j'étais président et directeur général d'une structure. Donc sur Nord 37, on a levé 700 000 euros en 2 levées de fonds. On a fait différents mécanismes de financement, le prêt participatif, le financement en capital, l'emprunt bancaire, les prêts d'honneur. Donc on a touché à peu près à tout ce qui se faisait en source de financement. Alors, c'est très facile en fait d'emprunter de l'argent, c'est le rendre qui est difficile. Et évidemment, comme on était très scolaire, on avait un peu peur d'y aller tout seul, on s'est fait incuber. Je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que je ne sais pas si ça respecte le code de conduite, mais c'est vraiment ça en fait. Il faut bien réfléchir à quand on choisit de rentrer dans un parcours d'incubation, qui vous conseille ? Est-ce qu'ils vont vraiment vous apporter une valeur ajoutée ? Ou est-ce que, au contraire, l'incubateur est juste un organisme qui est là pour vous forcer à faire un business plan ? Est-ce que ce business plan va servir à quelque chose ? Beaucoup de questions se posent et nous, on est rentré dans l'usine à business plan qui est l'incubateur. On en a vu plusieurs parce que j'ai la chance d'être sur l'île qui est très très dynamique au niveau de la French Tech, comme on dit, avec un très très gros bâtiment incubateur qui s'appelle Eura Technologies, Eura Santé. Enfin, il y a plusieurs incubateurs qui nous ont accompagnés, mais à titre personnel, j'ai trouvé qu'on avait perdu du temps. Honnêtement, on a perdu du temps parce que pendant 1 an, qu'est-ce qu'on fait ? On fait plusieurs itérations de business plan. À quoi servent ces itérations de business plan ? À décrocher des prêts d'honneur. Et en fait, vous financez avec du prêt d'honneur le temps que vous avez perdu à faire des business plans. Bon. Après, il y a un gros problème, c'est que le business plan, c'est la science-fiction. Alors ça, vous le savez, les investisseurs le savent. C'est la première chose qu'on nous a dit quand on a commencé à pitcher notre produit à de vrais investisseurs avec de l'expérience. Ils disent, de toute façon, Florian, vous êtes conscient que c'est de la science-fiction, votre business plan ? Là, on ne sait pas trop quoi répondre parce qu'on est un peu... bah non, on y croit vraiment, c'est des chiffres sérieux qu'on a fait. Regardez, il y a des vraies formules Excel avec plusieurs paramètres, voire même des lissages. Sauf qu'en fait, non, c'est la science-fiction, tout le monde le sait. Alors, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire vraiment, mais il y a des alternatives à l'incubation. Si vous êtes en processus de création d'entreprise, je vous invite à vraiment y réfléchir, notamment un bootstrap complet. Je m'aperçois qu'il manque un T à boot. Le bootstrap complet, c'est un peu ce que vous allez pouvoir voir dans des livres comme Getting Real, des gens qui ont fait 37 Signal. C'est commencer avec un produit qui est financé par du consulting. Vous êtes expert dans quelque chose, ben, vous avez probablement moyen de vendre votre expertise. Le produit de cette expertise peut ne pas aller complètement dans votre salaire et votre rémunération. Vous pouvez utiliser le produit de cette expertise pour investir dans votre produit. Et ça, c'est de l'argent réel que vous ne devrez à personne et que vous pouvez mettre dans votre start-up. L'intrapreneurship est aussi une solution. Si vous travaillez actuellement dans un grand groupe, dans une structure qui est assez ouverte d'esprit, on se rend compte de plus en plus, dans le Nord, on a des très très gros groupes du retail qui font ça, qui commencent à avoir des cadres qui ont des idées, plutôt que les laisser partir en rupture conventionnelle. Ils commencent à se dire, tiens, on va les aider, on va les incuber en interne. Sauf que c'est très intéressant pour la personne qui est incubée, car elle a un salaire. Et tout l'argent que vous avez d'autres sources que des investisseurs qui vont prendre une part de capital, des prêts d'honneur que vous allez devoir rembourser, c'est intéressant et il faut y penser. Et surtout, moi j'ai un gros problème avec l'incubation. Alors désolé pour nos amis financeurs de la conférence, mais je me pose la question de la légitimité du public pour l'accompagnement d'entreprise. Voilà. Quels sont les succès entrepreneuriaux d'une région, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole, qui les rendent légitimes pour accompagner les entreprises ? Je me pose la question. D'autant plus dans le domaine de l'innovation qui est extrêmement particulier, c'est des mécanismes financiers qui sont complexes. Par exemple, dans mon incubateur, on ne m'avait jamais parlé des obligations convertibles. Je vous conseille de bien vous documenter sur ce sujet si vous devez lever de l'argent. C'est des mécanismes qui sont compliqués, c'est des dynamiques qui sont compliquées, c'est des secteurs qui sont très différents des industries lourdes qui sont habituellement accompagnées par les régions, qui ont plutôt des prérogatives sur l'emploi, sur l'investissement. Là, on n'est pas tellement sur des investissements lourds, on n'est pas sur des problématiques d'emploi. Donc, quelle légitimité du public pour vous dire de faire votre business plan de telle manière ou de telle manière ?
Je pose vraiment la question parce que c'est ces gens qui vont vous dire que votre business plan, il n'est pas bien, ou qu'il devrait comporter telle partie, ou que vos prévisions, elles sont pas réalistes. Ah oui, mais d'accord. Alors, la courbe du chômage, elle est réaliste? C'est des questions qu'il faut se poser. Ensuite, on nous a beaucoup parlé de quand vous installez, il faut avoir tel bureau, etc. Nous, on a beaucoup travaillé en remote. On a commencé à s'installer dans un incubateur. Et après, on s'est rendu compte rapidement que c'était pas pour nous parce que travailler à deux dans un clapier, il valait mieux qu'on aille louer des bureaux. Donc, l'idée, c'est pour votre startup, vous avez besoin de rien. Sauf si vous êtes dans l'industrie. Auquel cas, les machines, l'outil de production, maintenant, ça peut se trouver dans des Fab Labs. Ce qu'il vous faut pour commencer votre entreprise en tant qu'entreprise, c'est une imprimante, du papier A4 et des enveloppes pour les relations avec l'administration. Donc, il ne faut vraiment pas se pencher dans votre business plan sur tout ce qui est ouvrir le bureau. Tant que vous avez votre pack Clairefontaine de 1000 enveloppes et quelques ramettes de papier, tout ira pour signer les statuts, pour faire la déclaration à l'URSSAF, etc. Surtout que maintenant, c'est entièrement en ligne. Par contre, ce qui est très important, c'est d'avoir votre produit minimal viable. Donc, les gens qui sont déjà penchés sur la Lean Startup connaissent un peu la problématique. L'idée, votre seul objectif en tant qu'entrepreneur, quand vous démarrez, c'est de sortir un produit que vous pouvez montrer à des vraies personnes. Alors nous, évidemment, on ne l'a pas fait. C'est pour ça que je me permets de recommander ça. C'est que le temps de le concevoir, d'avoir les homologations, on a dû signer des contrats avec différents partenaires qui nous obligeaient, pendant la période d'homologation, à ne pas diffuser le produit. Donc on était plus ou moins légalement obligé de ne pas le diffuser. On l'a fait auprès de quelques proches, mais on s'est rendu compte que c'était une mauvaise idée, car les proches ont toujours tendance à vous flatter, et à vous dire oui, c'est génial, ou l'effet waouh, comme on a pu dire plus tôt, mais ils mentent. Donc il faut avoir votre produit dehors le plus rapidement possible, et c'est la seule métrique qui compte. C'est plutôt votre produit est dehors, mieux c'est. Après, si ça prend 3 mois, 6 mois ou 3 ans, ça ne change pas grand-chose. Il faut juste que votre business plan soit adapté au temps que vous prendrez à mettre votre produit dehors. Alors pourquoi je dis que le business plan peut être adapté? Parce que si vous savez que pour sortir votre produit minimal viable, ça va prendre 3 ans, vous allez faire un financement en conséquence. Et autant pour des startups light, j'ai envie de dire, qui se concentrent sur de l'innovation d'usage comme les places de marché, on peut sortir un prototype en 3 mois, effectivement, en trouvant un CTO comme on peut. Autant quand on fait du hard ou quand on fait d'autres startups avec des innovations un peu plus lourdes, ça peut être normal que le produit mette 18 mois, 3 ans ou même plus à sortir. Dans le parcours du financement, on vous propose forcément de participer à des concours. Alors les concours, ça s'appelle les concours, par exemple, du ministère de la Recherche, BPI. Ça peut être les concours régionaux, ça peut être le concours de la technopole locale. Enfin bon, tous ces gens-là sont bien sûr toujours prêts à vous proposer un nouveau dossier qui change à chaque fois. Et du coup, remplir ce dossier à chaque fois, ça vous mange 1 ou 2 jours de travail. Il faut se poser la question de qu'est-ce que ça va vous ramener. Est-ce que ce produit, parce que finalement, le produit de votre travail, c'est le résultat de ce dossier, est-ce que vous allez pouvoir le réutiliser? Peut-être, parce que c'est peut-être du contenu que vous allez pouvoir copier-coller après. Mais une fois que vous avez fait votre premier concours et que vous ne l'avez pas gagné, il faut peut-être se poser la question d'arrêter de faire des concours et commencer à bosser. Et ça, c'est vraiment le problème des incubateurs, c'est que beaucoup d'incubateurs ne donnent pas des gros coups de pied dans l'arrière-train de leurs porteurs de projets. Et pourtant, il y a une tendance à la procrastination dans les incubateurs qui est assez folle. Les concours sont toxiques. Et ça, c'est vraiment le gros problème. Parce que, en fait, vous pouvez vous retrouver dans une sorte de boucle à faire des concours, à faire des demandes de subventions, à aller pitcher votre produit dans des concours de start-up. Et tout ça, ça ne vous rapporte rien. Il faut être honnête. Qu'est-ce que ça vous rapporte? Si quelqu'un, tout à l'heure, à la phase de questions, veut s'opposer, je serais très content. Mais en fait, les événements start-up, je ne mets pas la E1 conférence là-dedans parce que ça a un focus très intéressant sur les problèmes. Je ne mets pas les conférences techniques là-dedans parce que c'est souvent de l'échange de problématiques et ça nous permet d'aller plus loin. Mais les événements purs start-up, j'ai une grande opinion sur la French Tech, on pourra en discuter si vous voulez. Mais en fait, les événements start-up, ça ne sert à rien. Voilà. Passons tout de suite au point suivant. Ce qui est intéressant, c'est d'aller faire des événements dans votre industrie. Les événements dans votre industrie, c'est par exemple, si vous êtes dans le tourisme, c'est d'aller faire des événements dans le tourisme. Vous allez pouvoir
rencontrer de potentiels fournisseurs, potentiels partenaires. En dehors d'une conférence, vous allez pouvoir rencontrer soit des partenaires, soit des fournisseurs. Et il n'y a que les conférences où il y a des clients qui sont intéressantes. Tout le reste, ça ne sert à rien. Les stagiaires, le stagiaire, ce piège. Les stagiaires, je pense que la plupart des gens qui ont évolué dans un environnement d'entreprise ont déjà côtoyé un stagiaire, ont peut-être encadré un stagiaire, ont peut-être recruté des stagiaires, si le terme recrutement est approprié. Je pense que les stagiaires, aujourd'hui, en dehors des stagiaires de 6 mois, c'est-à-dire sur les stages longs, les stagiaires sont toxiques. Pourquoi ? Parce que le stagiaire, il faut le former, donc déjà vous perdez 2 mois du temps de stagiaire en termes de production. Vous perdez 2 à 3 semaines probablement. Est-ce que cet investissement-là va être rendu après ? Je ne sais pas. Les stagiaires, je pense que c'est super adapté à un contexte particulier qui est de faire un stage. C'est-à-dire aller quelque part et apprendre des choses. C'est-à-dire que le stagiaire se rend service à lui-même. Et vous cherchez des gens, a priori, qui peuvent vous rendre service. Après, ça peut être une démarche volontaire de former des gens, et ça, c'est tout à fait louable, mais il ne faut pas rentrer dans le piège habituel de l'entrepreneur qui dit « Oh là là, j'ai des problèmes de communication. Et si je prenais un stagiaire en communication ? Oh là là, il me manque un plan marketing. » Mais oui, un stagiaire en marketing, la solution est évidente. Et alors, en termes de toxicité, je pense qu'il y a des échelles, et encore plus haut, encore plus grave que la toxicité du stagiaire, c'est le projet étudiant. Alors les projets étudiants, quand vous êtes en entreprise, notamment dans l'innovation, on reçoit très très souvent des démarches commerciales, en quelque sorte des écoles qui essayent de nous placer leurs étudiants, et les étudiants en projet, c'est-à-dire qui viennent intervenir sur une problématique dans votre entreprise, qui rendent un rapport après quelques mois et qui ont en théorie une plus-value pour vous, et surtout une plus-value pour les étudiants. Ma recommandation, c'est de laisser les étudiants se planter, et donc planter les projets des autres, et les recruter après en stage de fin d'études. Mais les projets étudiants, on en a fait plusieurs, à la fois en marketing, en communication, et dans notre secteur plus d'expertise qui était la technique, et à chaque fois, ça s'est mal passé. Alors je viens de me rendre compte que le timer sur l'écran n'était pas le bon, et donc je me suis planté sur le timing, mais c'est pas grave parce que j'avance. La communication, c'est quand on est une start-up, je pense, et quand on est toute entreprise en phase d'amorçage, l'objectif de la communication, c'est pas tellement de vous faire connaître, c'est surtout de vendre. Donc je vais passer sur cet aspect-là, mais tout temps passé à communiquer doit être vraiment centré sur comment cette communication va m'apporter devant les yeux de partenaires et de clients, et surtout de clients. Vendre, c'est mieux que communiquer. Et quand vous allez vendre, de toute façon, vous allez communiquer. Alors vendre, c'est le gros sujet sur lequel nous, on a eu beaucoup de problèmes, parce qu'on n'a pas de formation de vendeur, mais ça n'excuse pas. On a essayé de faire un produit qui répondait à des attentes auprès d'une clientèle très précise, les professionnels de santé libéraux. On a essayé de trouver un pricing intéressant. On était les premiers à être sans engagement sur le marché. On est sur un marché de 300 000 utilisateurs. Tous les contrats étaient avec des engagements de 4 ans. Entre le moment où on s'est lancé et la première année d'exercice, les contrats étaient passés à 2 ans d'engagement. Et entre le moment où on s'est lancé et maintenant, les gens mettent leur prix sur leur site internet. Fini le tarif à la tête du client. Donc on est très content de ce qu'on a fait sur notre business model, mais ce n'est pas pour autant qu'on a réussi à vendre. On est arrivé à des chiffres très honorables en termes de clientèle, en termes de facturation. Je ne peux pas me vanter d'avoir 1000 personnes à facturer chaque mois, mais on n'était pas très loin. Mais dans la vente, c'est vraiment l'aspect qui doit animer l'entrepreneur dès le jour 1. La communication, les événements, ce que j'ai dit plus tôt, votre objectif, c'est d'aller rencontrer des clients potentiels et de leur vendre le produit qui va les intéresser. Le MVP, le but, c'est d'aller voir des clients potentiels et de leur vendre le produit qui va les intéresser. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'on a tendance à s'éparpiller parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'endroits sur lesquels être. Et je pense qu'il faut complètement zapper tout ce qui est social media, sauf si vous êtes dans une entreprise qui fait beaucoup de buzz. Mais ça, j'ai des doutes sur la pérennité de ces projets-là. Et c'est de se concentrer plutôt sur le média, c'est-à-dire la manière que vous avez de communiquer pour vendre. Vraiment, le focus de l'entrepreneur qui manque dans les incubateurs et quand vous faites des business plans, c'est comment vous allez vendre le produit. Et finalement, actuellement, j'ai vendu entreprise, je suis consultant,
Je sais ce que je vends, je sais très bien le vendre. J'ai mon petit portefeuille de clients avec qui ça se passe très bien. Mais la vente, c'est là où on a eu le plus de problèmes. Le reste, en fait, paraît assez simple. On a levé des fonds. Bon, la levée de fonds, une fois que vous avez votre business plan, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les investisseurs, c'est de voir combien de cash vous générez déjà, la croissance de votre activité et le potentiel de croissance par rapport au reste du marché. Donc lever des fonds, je ne vais pas tellement en parler parce que ce n'est pas si compliqué que ça en fait. On a fait deux levées auprès de capitaux risqueurs, une première en 2012, une deuxième en 2014. On a eu différents mécanismes, donc prêt participatif, capital, prime d'émission, obligations convertibles. Si vous voulez en parler plus tard, ce sera avec plaisir. Mais je ne reviens pas là-dessus parce que ce qui intéresse l'investisseur, c'est de vérifier que vous avez effectivement un produit qui se vend et qu'il y a une croissance sur cette vente. Au contraire, moi je vous conseille, et donc désolé pour les co-founders qui ne sont pas techniques, moi j'ai vraiment mon œil de technicien qui me déforme un peu, mais la technologie, c'est ça qui est important. Parce que quand vous faites une start-up, qu'est-ce que vous allez vendre ? Si vous devez vous vendre, ou si vous devez... En fait, pour revenir un peu en arrière, si vous faites une start-up, il y a différentes opportunités. Soit vous faites suffisamment de cash pour vous payer et vous développez, mais à un moment, on va vous proposer de vous racheter. Et qu'est-ce que vous vendez dans ce cas-là ? Est-ce que vous vendez votre clientèle ? Est-ce que vous vendez votre technologie ? Est-ce que vous vendez votre équipe ? En fait, c'est un peu des trois. Mais il se trouve que quand les acheteurs viennent, s'ils ne rachètent pas la clientèle pour les passer sur leurs produits, ils vont être très très intéressés par votre technologie. Et avoir une technologie bien conçue, sur des méthodes de développement, on va dire propres, mais robustes, bien documentées, où vous êtes capable en fait, de confier le bébé à une autre personne que vous, c'est ces choses-là qui vont être valorisées par de potentiels acheteurs. Donc mon conseil, c'est vraiment, tout au long de votre projet, d'éviter de considérer la technologie comme un problème à mettre de côté, un problème qui est finalement, je prends mon techos, je lui donne 3 mois et 15 000 euros et il me pond le site. Non, je pense vraiment que sur la technologie, si vous êtes une entreprise dans les nouvelles technologies, c'est le point que vous devez maîtriser parfaitement et que vous devez être capable de céder. Donc quand nous, on a fait notre session qui est toute fraîche, ça remonte à mars, c'était difficile parce que c'était pas le projet quand on crée une entreprise de céder, mais c'est une opportunité qui s'est présentée. On a évalué, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on cède ? On s'est dit que c'était mieux de céder à ce moment-là. Et ce qui a vraiment plu par rapport au projet, parce qu'on n'était pas les seules acquisitions potentielles de notre acheteur, c'était la technologie. Technologie facile à reprendre en main, propre, etc. Donc, si c'était à refaire, en conclusion, je serais très content de recréer une entreprise. Par contre, j'éviterais les pièges de tout ce que vous disent les incubateurs. J'essaierai de rechercher plutôt des mentors, donc des gens qui ont déjà créé des entreprises, qui ont un peu de bouteille, et qui finalement s'intéressent vraiment à ce que vous faites. Parce que les mentors qui vous donnent 2-3 conseils comme ça, c'est facile. Mais un mentor, un business angel qui prend des parts dans votre entreprise, qui s'intéresse vraiment à comment implémenter son conseil dans la réalité, ça c'est intéressant. C'est vraiment autre chose que quelqu'un qui vous donne un conseil entre 2 coupes de champagne dans un cocktail. Voilà. Donc si vous voulez continuer la discussion, je suis là jusqu'à ce soir. J'ai mon email, FLGXPL, c'est ma nouvelle entreprise. Je fais du conseil spécialisé dans l'informatique, la sécurité pour la santé. Et je suis sur Twitter avec le nick handle qui s'affiche là-haut. Merci beaucoup. Qui a une question ? Santé alors qu'il est rendu difficilement accessible par le cadre réglementaire. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple d'aller un petit peu ailleurs ? Pourquoi vous êtes parti là ? La santé, ça m'intéresse à titre personnel. Mon père est kiné.
Comme je disais en introduction, en fait, c'est parce que ça fait 15 ans que je fais son support informatique, que j'en avais marre de dépanner les logiciels, que je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose à faire. Je sais que la santé était un secteur réglementaire difficile, mais en même temps, je savais que ça ne me faisait pas peur. Le jour où on a reçu le cahier des charges Vital et ces 1100 pages, on a commencé à réfléchir, mais on s'est dit que finalement, non. La complexité, c'est ce qui nous protégerait sur ce marché-là. Parce que comme c'est difficile de concevoir un nouveau produit, une fois qu'on y serait, on y resterait. Et finalement, ça s'est prouvé assez valable, car c'est notre technologie, le produit qui a été repris par une personne qui a une technologie un peu ancienne, mais qui a beaucoup de clients et le savoir-faire sur l'exploitation et l'animation de son portefeuille client. Donc finalement, la santé, j'ai envie de dire que c'était un peu un challenge, et que maintenant j'y reste, parce que je sais que c'est compliqué, tout ce qu'on fait dans la santé, ça prend beaucoup de temps, mais c'est justement là qu'on trouve du fun. D'autres questions ? Bonjour. Bonjour. On vous a senti assez acerbe sur le monde du start-upper, de l'entrepreneuriat, de l'incubateur. Est-ce que c'est parce que vous y avez perdu beaucoup de temps et d'argent sur ce projet ? Non, je pense pas que j'ai perdu du temps. Je pense pas que j'ai perdu d'argent non plus, au contraire. Mais c'est vraiment en rétrospective, on n'est pas vraiment dans les méthodes agiles à 100%, mais il y a quelque chose qu'on a fait assez souvent. C'est tous les mois se poser la question de ce qu'on avait fait, et toutes les années se reposer la question de ce qu'on avait fait. En reconsultant ces notes maintenant, je me rends compte que les 3 premières années, on a vraiment tourné en rond. Alors, je prétends pas que, attention, c'est vraiment de notre faute. On aurait dû dire non plus tôt. On aurait dû dire non quand on nous demandait de refaire une 3e fois un business plan pour des détails complètement esthétiques. On aurait dû dire non quand on nous demandait de candidater à un concours, parce qu'en fait, après, on se rend compte que comment sont financés les incubateurs, comment sont notés les incubateurs, c'est aussi sur l'animation, le nombre de dossiers déposés, le nombre de personnes qui suivent. Non, c'est pas du tout un côté acerbe, j'en veux pas à personne. Au contraire, maintenant, je suis extrêmement content parce que j'ai une clientèle dans le monde de la santé qui s'est développée grâce à l'entreprise. Financièrement, ça va très bien. Mais je sais que j'aurais pu gagner 3 ans. Mais comme je le dis, encore une fois, c'est de ma faute parce que j'ai 29 ans. Quand j'ai commencé, j'étais assez jeune pour commencer un projet avec des financements aussi lourds. Je me rendais pas compte quand on me disait... Quand c'est des personnes de confiance qui me donnaient des conseils sur la marche à suivre, je ne me rendais pas forcément compte que le chemin était miné, ou qu'il était beaucoup plus long que ce qu'il n'aurait pu être. Et ce n'est pas non plus la faute des personnes qui m'ont donné ces conseils, car ces personnes-là n'étaient pas non plus finalement spécialistes en entreprise, en innovation logicielle. Mais vraiment, j'en veux à personne. Hein. Si vous me regardez, je suis très content d'avoir fait le chemin avec vous, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur l'accompagnement des entreprises du logiciel. Une question au fond. Quelles sont les alternatives pour développer notre idée si on ne fait pas de business plan, justement ? Parce que ça sert aussi à ça. C'est de faire le produit. Ouais, pour développer l'idée, une fois que... En faisant un MVP, en créant le produit. En le créant, alors qu'on n'a pas plus réfléchi que ça sur l'idée. En même temps qu'on le crée, on développe l'idée. En même temps, je ne pense pas que le business plan soit un support ni adapté à l'innovation. C'est juste, si on prend un business plan complet avec le plan de financement, avec... la protection de la propriété intellectuelle. Enfin, il y a beaucoup de choses dans un business plan qui peuvent être considérées bien plus tard. Spécifier le problème auquel vous allez répondre, a priori, j'espère que quand vous lancez dans le développement du MVP et même dans la rédaction du business plan, vous savez déjà à quel problème vous allez répondre. Si ce n'est pas le cas, c'est embêtant parce que vous perdez beaucoup de temps sur le business plan. Je vous conseille de coucher l'idée
par écrit en 100 ou 1000 mots. C'est un très bon exercice. C'est d'écrire une idée, l'elevator pitch, c'est connu, mais l'elevator pitch, puis d'écrire l'idée en 100, puis après en 1000 mots, ça fait déjà 90% de votre business plan. Et après, pour lever de l'argent, est-ce que c'est le business plan ou est-ce que c'est l'executive summary qui va suffire? L'executive summary, c'est quand même un résumé très très succinct de l'idée et qui peut se résumer à sa description de l'idée en quasiment 100 mots. Donc si vous savez synthétiser l'idée en 100 mots, vous êtes prêt pour vous lancer sur le MVP, et le MVP va vous donner toutes les indications qu'il faut pour la conquête commerciale. Parce que vous allez le mettre entre les mains d'utilisateurs très tôt. Et on revient sur toutes les problématiques qu'on a évoquées auparavant. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question. C'est est-ce que vous étiez accompagné au tout départ par des professionnels? Parce que vous m'avez dit que vous étiez dans un incubateur. Est-ce que vous êtes passé, par exemple, avec des experts comptables ou autres personnes qui sont un peu plus dans les chiffres, qui vous aident, qui vous accompagnent dans ce projet-là, quoi? Parce qu'il y a certaines... L'incubateur avec lequel on travaillait, en fait, était partenaire avec un cabinet expert comptable qui nous a aidés. Mais malheureusement, la plupart des experts comptables, en fait, sont peu usités au mécanisme de financement de l'innovation par des capitaux risqueurs. Parce qu'il existe, par exemple, un statut qui est spécial pour l'innovation, c'est les jeunes entreprises innovantes. Donc, oui, ça on en a bénéficié. Enfin, JEI, Crédit Impôt Recherche, CICE, tout ça. On a bénéficié de tous les mécanismes. C'est vraiment pas un problème, ces mécanismes-là, effectivement. Dès le premier jour, vous allez créer votre SAS, dans notre cas. L'expert comptable, effectivement, nous a accompagnés là-dessus. Mais je trouve, ça c'est un très bon exemple. C'est bien trop tôt, au moment de l'incubation, au moment où on essaye de faire la maïeutique sur son idée et de créer le MVP, de venir nous parler de JEI. Effectivement, la JEI est importante parce que c'est un des avantages de la France au niveau fiscal pour les créateurs d'entreprises, mais c'est vraiment pas la problématique sur laquelle le créateur devrait se pencher. Au contraire, il devrait rentrer dans l'incubateur, sortir son MVP après 3 mois, et après là on parle plus concrètement du plan de financement sur 3 ans. Parce que même les avantages de la JEI, il y en a quelques-uns à la première année, mais c'est un peu sur les 3 premières années qu'on le mesure.